Bienvenue à mon podcast True Crime avec Christina. Juste un petit avertissement avant qu'on commence. L'épisode de ce soir contient des descriptions très difficiles. On parle de violence, de viol et de mutilation. Ce n'est pas pour les enfants en bas de 18 ans, ni pour les personnes à cœur sensible. Ce soir, on décolle pour l'Afrique du Sud, mais pas pour des vacances. On part pour revivre une nuit de terreur. Je veux vous raconter l'histoire de Alison Botta, une jeune femme comme toi puis moi, une fille ordinaire qui a vécu l'enfer. Puis même si ça sonne impossible, elle s'en est sortie. Son histoire, c'est un récit de terreur, mais en même temps, c'est aussi une leçon de force, de courage et de survie. C'est une histoire qui va rester avec vous pendant longtemps après l'avoir entendue. Ce qui rend son expérience troublante, c'est que Allison n'a pas juste croisé un agresseur ce soir-là. Non, elle en a croisé deux. L'un d'entre eux était surnommé Riper Rapist, un gars déjà soupçonné dans plusieurs agressions sexuelles extrêmement violentes. C'était un sadique, un fou, un manipulateur, quelqu'un qui laissait derrière lui des scènes de crimes dignes des pires films d'horreur que vous pouvez penser. Puis même avec tout ça, il était encore en liberté. Avant que tout le monde connaisse le nom d'Alison Botta, c'était une fille bien normale, une fille simple, gentille, qui aimait la vie. Elle avait 27 ans quand ça est arrivé et elle vivait dans un petit appartement à Port Elizabeth, une ville tranquille au bord de la mer en Afrique du Sud. C'est là où elle a grandi, dans une famille modeste et pleine d'amour. Elle était super proche de son petit frère Neil. Leur père était décédé quand elle était très jeune, et ça l'avait forcée à grandir rapidement. Mais malgré tout, Allison avait toujours gardé son sourire. C'était une fille positive, sociable, toujours de bonne humeur. Le genre de personne qui fait rire tout le monde, mais en même temps qui sait écouter quand on a besoin. À cette époque-là, elle sortait avec un garçon qui s'appelait Tian. Ça faisait pas super longtemps qu'ils étaient ensemble, mais c'était sérieux. Ils avaient des projets, des rêves, comme n'importe quel couple de leur âge. Le 17 décembre 1994, c'était une journée d'été parfaite. Il faisait chaud, le soleil plombait, la mer était belle. Allison avait passé la journée à la plage avec deux bonnes amies, Kim et Cécile. C'était une journée de trois filles, bien relaxes en bikini, à jaser de tout et de rien, de rire, puis profiter du moment. Elles ont même fini ça avec un petit lunch, pieds nus dans le sable, avant de se dire au revoir en début de soirée. Allison est retournée chez elle, tranquille. Elle a pris un bain, elle écoutait de la musique, elle relaxait. Puis à un moment donné, elle s'est dit: Ah, je vais aller chercher mon document et mon sac que j'ai laissé dans ma voiture. Il était à peu près 1 heure du matin. Il faisait encore chaud dehors, il y avait une petite brise. Avant de sortir de chez elle, elle s'est mis un petit short beige avec un t-shirt blanc puis des sandales. Rien pour attirer l'attention. Ses cheveux étaient encore un peu mouillés, donc elle les avait attachés en petits bonnes. Elle a décidé de laisser sa sacoche à la maison puis de ne pas prendre son téléphone cellulaire. Elle avait juste ses clés dans ses mains. Et là, quand elle s'est penchée dans sa voiture pour prendre son sac et son document, c'est là où tout a changé. En une fraction de seconde, il y a un gars qui s'est collé sur elle avec un couteau à sa gorge. Le gars en question mesurait environ 1,75 m. Il avait les cheveux bruns, courts, quand même une corpulence moyenne. Il avait l'air sale, il sentait l'alcool et la sueur. Il portait un vieux t-shirt noir puis des jeans tout défraîchis. Allison, ce qu'elle a dit par la suite, c'était que ce qui lui a fait le plus peur, c'était son regard vide, glacial. Le genre de regard qui dit: T'es pas en sécurité en ce moment. Mais ce qui lui a fait encore plus peur, c'est qu'il lui a parlé d'un ton très calme, comme si ce qu'il disait n'était rien de grave. Bouge pas, monte dans le char. Allison, elle a eu aucun choix. Elle était figée, elle a eu peur, donc elle est montée dans le siège passager.
Son cœur débattait tellement vite qu'elle n'entendait plus rien. Tout à coup, il y a un autre gars qui est monté à l'arrière avec elle. Son nom, Terence Kruger. Lui, il avait l'air plus jeune et il était plus grand. Il avait des cheveux blonds, presque rasés, des épaules très larges, puis il avait une cicatrice au-dessus de l'œil. Il disait rien, mais il la fixait. Il y avait un sourire étrange dans sa face, comme s'il était en train de penser à ce qu'elle allait lui faire et il se réjouissait de ça. Et là, tout à coup, la voiture est partie. Aucun mot, juste le son du moteur. Alison fixait le pare-brise, elle comprenait pas ce qui se passait, puis elle osait rien dire. Une partie d'elle espérait encore que c'était juste un vol de voiture, mais dans le fond, elle savait que c'était pas juste un vol, mais que ça allait être beaucoup plus grave. Ils ont quitté la ville, ils ont pris des petites routes désertes, puis là, ils se sont dirigés vers un coin complètement isolé, proche de la mer, un endroit qui s'appelait St. George Strand. Pendant que Franz conduisait, il essayait de la rassurer. Il parlait calmement, presque gentiment. On va juste jaser un peu. Si tu fais ce qu'on te dit, ça va bien aller. Mais Allison le sentait à l'intérieur d'elle qu'il jouait un jeu. Un jeu de pouvoir, un jeu de contrôle, un jeu dangereux. Tongs, lui, il parlait pas. Il souriait dans le miroir, puis il la regardait comme un chat qui regarde une souris avant de la tuer. Quand ils sont arrivés, ils ont fermé les lumières de la voiture. Puis là, un silence total. Il n'y a pas de maison alentour, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Il y a juste la mer, puis deux gars avec des intentions monstrueuses. Franz est sorti du char. Il a ouvert la porte du passager, puis lui a fait signe de sortir. Allison, elle avait peur, elle tremblait. Puis là, elle a voulu partir à courir, mais il l'a rattrapée par le bras, puis il l'a forcée à marcher. Ils l'ont emmenée proche d'un buisson, puis ils l'ont poussée à terre, dans un coin sablonneux bien caché. Un endroit parfait pour ce qu'il allait s'apprêter à faire. Maintenant, je vais parler de l'agression, donc si vous ne voulez pas l'entendre, je vous suggère d'avancer de quelques secondes. Le sable est encore tiède de la journée, mais l'air est devenu froid. Elle grelottait, mais pas juste à cause du vent, parce qu'elle avait tellement peur. Son corps savait qu'il y a quelque chose de terrifiant qui s'en venait. Franz a sorti un couteau, lentement, comme s'il savourait le moment. Il lui a dit « Enlève tes vêtements ». Et là, Allison, elle a dit non. Elle avait peur, elle essayait de négocier avec eux. Elle voulait leur parler, leur faire comprendre qu'ils pouvaient juste la laisser partir, qu'elle allait rien dire, qu'ils pouvaient prendre le tout. Mais ça servait à rien. C'est pas la voiture qu'ils voulaient. Ils voulaient la contrôler. Ils voulaient l'utiliser comme un objet. Frank s'est approché, puis il l'a giflé super fort. Mais elle est restée debout. Alors il l'a jeté au sol. Ils l'ont déshabillé de force, puis ensuite, un à un, ils l'ont violé. D'abord Franz, puis après Turns. Tour à tour, brutalement, sans compassion, sans émotion, comme si c'était un jouet. Ils la tenaient au sol, puis ils l'écrasaient, ils l'insultaient, poussaient avec leurs mains dans son visage. Ils l'ont humiliée jusqu'à temps qu'elle quitte son corps, parce que c'est ça qu'elle a fait. Elle a raconté plus tard qu'elle s'est déconnectée carrément, qu'elle s'est vue à l'extérieur de son corps, comme si elle regardait un film. Elle a dit c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui vivait ça. C'était sa façon à elle de survivre, de se protéger mentalement. Elle a dit s'ils voulaient mon corps, ben qu'ils le prennent, mais ils n'auront jamais mon esprit. Après ce qu'ils lui ont fait, elle pensait que c'était fini. Elle espérait qu'il parte, puis qu'il la laisse là. Mais non, c'est là que le pire a commencé. Franz, il s'est tourné vers elle, il l'a regardée, puis il a dit comme si c'était une simple formalité. T'as été merveilleuse, t'as été délicieuse, mais là, il faut qu'on te tue. Puis il l'a fait. Il a pris son couteau, puis il l'a poignardé. Encore et encore. 36 fois. C'était sauvage, violent.
Il voulait détruire ses organes. Ses intestins sortaient de son ventre. Le sang coulait partout dans le sable sur ses jambes. Mais elle respirait encore. Alors Turns s'est approché d'elle. Il lui a tranché la gorge une fois, puis une deuxième fois, puis finalement 16 fois. C'était tellement profond que sa trachée a été sectionnée. Une partie de son cou pendait. Ils pensaient qu'elle était morte, fait qu'ils ont pris son corps, ils l'ont tiré dans les buissons. Là, nu, mutilé, laissé comme un déchet, puis ils sont partis, comme si de rien n'était. Mais ce qu'ils savaient pas, c'est que Allison respirait encore. Et là, pendant des heures, le silence, juste le bruit du vent puis de la mer. Allison était là, couchée dans le sable, nue, mutilée, le ventre ouvert, la gorge tranchée. Elle aurait dû être morte, mais elle était encore consciente. Elle voyait flou, elle sentait son cœur battre tout croche. Son souffle faisait un drôle de son, comme un gargouillement. Mais ce qu'elle attendait surtout, c'était une voix dans sa tête. Une petite voix qui disait « Allison, meurs pas comme ça. » Elle savait qu'elle devait bouger, mais comment tu bouges quand tes entrailles qui sortent de ton ventre, puis ta gorge est presque arrachée? Elle a rassemblé toutes ses forces, tout ce qui lui restait, et elle a commencé à ramper, centimètre par centimètre, avec la douleur qui la déchirait à chaque mouvement. Le sable entrait dans ses plaies, dans sa gorge, dans ses yeux. Elle a quand même continué à ramper. Elle a pris ses entrailles avec ses propres mains, puis elle les a remis dans son ventre. Elle a trouvé un vieux morceau de tissu dans les buissons, puis elle s'est fait un pansement elle-même, comme qu'elle pouvait. Elle tenait sa gorge d'une main, elle tenait littéralement sa tête avec l'autre main, parce qu'elle avait peur qu'elle se détache. Puis pourtant, elle a continué à ramper sur plus que 100 mètres. Rendue finalement à la route, elle a décidé de s'étendre, puis de rester là. Elle pensait que c'était la fin, qu'elle allait mourir. Mais non, une voiture arrive. Le bon samaritain, Tian Ellard, un jeune vétérinaire. Il a freiné en voyant quelque chose sur l'accotement. D'abord, il pensait que c'était une poupée. Mais en s'approchant, il a vu que c'était un corps sans vie. Il a vu le sang, la gorge, les tripes. Puis là, tout de suite, il a appelé 911. Les ambulanciers sont arrivés, puis eux aussi, ils pensaient qu'elle était morte. Mais en se penchant, ils l'ont entendu respirer. Puis ce petit souffle-là a tout changé. Ils lui ont tenu la gorge rapidement dans l'ambulance pendant qu'ils l'ont emmené à l'hôpital. Et là, les médecins ont dit « On n'a jamais vu une personne vivante dans cet état-là. » Mais Allison était une survivante. Quand elle est arrivée à l'hôpital, elle était pour vrai cliniquement morte. Il n'y avait plus de tension artérielle, la respiration était presque inexistante. Elle avait perdu presque la moitié de son sang. Sa trachée était sectionnée, ses organes perforés. Elle était juste couverte de trous partout dans son corps de plaies. Mais les médecins n'ont pas arrêté. Ils l'ont amenée directement en chirurgie. Pendant des heures, ils l'ont recousue petit peu par petit peu. Ils ont réparé sa gorge, ils ont recousu son ventre, puis ils ont fermé ses blessures une à une. Pendant ce temps-là, la police le savait là, qu'il fallait agir rapidement. Parce que si Allison ne survivait pas, les coupables, eux, allaient continuer, puis même peut-être recommencer. Après quelques jours, contre toute attente, Allison s'est réveillée. Elle ne pouvait pas parler, sa gorge était trop abîmée. Elle était branchée à plein de machines, incapable de bouger. Mais dans sa tête, elle se rappelait de tout. Les visages, leurs voix, les gestes et surtout leur nom. Elle a demandé du papier puis un crayon et avec une main tremblante, elle a écrit Franz Turns. Les enquêteurs se sont regardés puis ont resté figés. C'était pas juste des noms,
C'était une preuve, un point de départ, une promesse de justice. La police a fouillé dans leurs fichiers et ça n'a pas été très long. Franz Dutoit, 26 ans, dossier pour violence conjugale, et Terence Kruger, 22 ans, déjà connu pour les affaires de drogue puis pour son comportement instable. Fait qu'ils les ont retracés rapidement et ils savaient où ce qu'ils vivaient. Quand les policiers sont entrés, ils ont trouvé des vêtements tachés de sang, cachés dans un sac à poubelle, un couteau de chasse, encore sale avec du sable et du sang, puis un cahier rempli de dessins pervers avec des phrases comme Elle doit obéir ou mourir. C'était plus qu'évident qu'ils avaient pogné les bons gars. Donc ça a pris quelques minutes, la police a émis des mandats d'arrestation immédiatement. Franz a été arrêté dans un bar, 2 jours après. Il riait avec des amis très relax, comme si rien ne s'était passé. Quand les agents lui ont passé les menottes, il a juste dit Vous pouvez rien prouver. Quelques secondes plus tard, ils ont dit Ben, la fille est encore en vie. Il a arrêté de rire tout de suite. Turns, lui, a été arrêté chez sa mère. Il a essayé de se sauver par la porte d'en arrière, mais il s'est fait rattraper très rapidement. Dans ses poches, les policiers ont retrouvé une photo d'Allison déchirée. Ils ont été mis en isolement tout de suite et, si jamais vous vous posez la question, non, ils ont montré aucun remords. La police a fait appel à des spécialistes en psychologie criminelle parce qu'ils voulaient avoir un portrait de qui étaient ces deux personnes-là. Leur analyse claire et nette. Ces deux prédateurs organisés, ils ont des traits de psychopathie, puis surtout, ils sont obsédés par la domination, la souffrance et la mutilation. Comme j'ai mentionné plus tôt, Franz, lui, était déjà soupçonné d'être le Riper Rapist, un violeur en série actif depuis un bon bout de temps. Les agressions non résolues, ça commençait à faire du sens. Heureusement, l'hôpital avait pris des échantillons d'ADN sur Allison quand il est arrivé à l'hôpital. Évidemment, les tests ont confirmé que Franz et Turns étaient bel et bien les deux personnes qui l'avaient agressé sexuellement. Mais ce qui a scellé le tout, c'est pas juste la science. C'est Allison. Même à moitié morte, même muette, même à moitié détruite, couverte de blessures. C'est elle qui les a nommés. C'est elle qui les a regardés dans les yeux plus tard en cours puis qui a dit C'est eux, je m'en souviens, puis je vais jamais les oublier. Le procès de Franz Dutoit puis de Terence Kruger a commencé en 1995 à Port-Élisabeth. Dès le premier jour, la salle était pleine à craquer. Il y avait des journalistes, des familles, des étudiants, des curieux. Tout le monde voulait voir à quoi ressemblaient ces deux monstres-là. Franz et Turns sont arrivés menottés, habillés en civil, la tête baissée. Mais c'était pas par honte. C'était une game, une stratégie. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Puis là, Allison est entrée. Encore en guérison, fragile physiquement, mais droite, solide, fière. Elle s'est avancée jusqu'à la barre des témoins, puis elle a parlé pendant des heures. Elle a raconté chaque moment, sans détourner les yeux, sans fuir. L'audience était silencieuse. Même le juge avait de la misère à contenir son émotion. Le juge, Clive Plaskett, a dit ce qu'elle a vécu dépasse l'entendement, mais c'est sa dignité, sa force qui marque cette audience. Donc, les accusations, les deux ont été accusés faisant face à une liste longue comme le bras. Enlèvement, viol aggravé, tentative de meurtre, mutilation, possession d'armes, puis dans le cas de Franz, des liens potentiels avec les autres crimes sexuels non résolus qu'il avait commis. Toutes les preuves physiques les liaient à la scène. Puis Allison, ben, c'était comme un marteau. Elle a cloué le cas. Les deux ont plaidé coupables, mais pas par remords, pas parce qu'ils le regrettaient. C'était juste pour éviter un procès plus long, mais le juge les a pas laissés s'en tirer comme ça. Il leur a dit Vous avez transformé un être humain en objet. Vous avez violé, torturé, mutilé,
sans aucune pitié. Le fait qu'elles soient encore en vie ne rend pas vos actes moins horribles. Au contraire, ça montre juste à quel point vous avez échoué. Les deux ont été condamnés à la prison à vie, sans possibilité de libération avant au moins 25 ans. Mais malheureusement, en Afrique du Sud, une sentence à vie, c'est pas toujours synonyme à jamais. Et justement en 2015, Terence Kruger a essayé de sortir. Il a fait une demande de libération conditionnelle, mais le public a réagi fortement à ça. Les gens ont signé des pétitions, des manifestations, ils ont envoyé des lettres à la cour. Puis Allison a pris le temps et la parole de dire « Tant et si longtemps que je suis en vie, ils vont rester en dedans. » Heureusement, sa demande a été refusée. Après le procès, après la pression médiatique, les caméras, les témoignages, Allison est rentrée chez elle. Mais c'était plus sa maison d'avant, puis c'était plus la même fille non plus. Elle avait survécu à l'indescriptible, mais il fallait quand même qu'elle réapprenne à vivre, avec un corps abîmé, avec un cœur fendu, avec des souvenirs terrorisants qu'elle va toujours se rappeler. Son corps portait les traces de cette nuit-là, des grosses cicatrices à travers le ventre, une trachée reconstruite qui donnait à sa voix un son plus rauque et évidemment plein de nuits sans sommeil, plein de flashbacks, d'angoisse, de silence lourd. Mais malgré tout, elle a décidé de se battre. Elle aurait pu s'isoler, se cacher, fermer la porte puis essayer d'oublier, mais elle a choisi d'en parler. Elle a choisi de transformer l'horreur en message, la douleur en force. Après quelques mois, Allison a accepté de faire une entrevue. Le journaliste lui a demandé « Pourquoi tu veux raconter ton histoire? Pourquoi tu veux revivre tout ça encore? » Et là, Allison, elle a juste répondu « Parce que je suis encore là. Puis tant qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, ben ça vaut la peine. » Et c'est là que tout a commencé. Elle a pris le micro, est allée dans des écoles, des entreprises, des conférences. Elle est devenue une voix pour les survivantes, aussi pour ceux qui sont partis, qui sont décédés, ou tout simplement pour les jeunes femmes qu'on ne croit pas, pour celles qu'on oublie trop vite. Son message était clair. Peu importe ce que tu as vécu, tu peux te relever. En 1998, Allison a sorti un livre. Le titre, I Have a Life. C'est pas un livre glamour. C'est pas un roman de crime. C'est un témoignage cru, honnête, sans flafla. Elle y raconte tout, puis surtout, comment elle s'est reconstruite. Dans un de ses passages, elle dit « Le moment où j'ai choisi de vivre, c'était pas à l'hôpital. C'est quand je rampais vers la route, en tenant ma gorge ouverte, puis que je me suis dit « Non, pas à soir. » Ce livre-là est devenu un best-seller. Il est même étudié dans des écoles universitaires. Il a changé des vies. Aujourd'hui, Allison est maman de 2 enfants. Elle vit toujours en Afrique du Sud, pas dans les projecteurs, pas dans la gloire. Elle continue de parler de son histoire et de guérir à sa façon. Elle se dit ne pas être une survivante célèbre, mais plutôt une humaine. À chaque fois qu'elle raconte ce qu'elle a vécu, elle reprend un bout de pouvoir qu'on a essayé de lui arracher. Puis elle finit souvent ses conférences en disant « Peut-être que j'ai été une victime, mais aujourd'hui, je suis humaine. » Mais ce qu'elle a survécu, ça dépasse toute logique. Puis ce qu'elle a fait après, c'est là que le vrai courage commence. Elle n'a pas juste survécu à 2 agresseurs, elle a survécu à l'indifférence, à la douleur, à la honte, au cauchemar, à l'anxiété, puis au regard des gens. Elle a décidé de regarder le mal droit dans les yeux puis de leur dire « Tu m'as pas détruite. » Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon épisode de True Crime avec Christina. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. En attendant, restez vigilants puis gardez l'œil ouvert.